la finitude, on trouvait que c'était quand même des étapes de vie. Et moi, là où j'étais peut-être moins d'accord avec eux, c'est que je trouve pas que passer d'une étape à une autre, c'est une fin en soi. Et je trouve pas, justement, que dans ma vie, en étant passé d'étudiant à travailleur, je considère pas que ma vie d'étudiant soit finie. Et je ne l'ai pas vu comme une finitude, parce que c'était plutôt une porte ouverte, donc une étape supplémentaire. Parce que la fin des études, ça c'est objectivement observable. Bon, de partir du moment où je rentre à l'université, à partir du moment où j'en sors. C'est pour ça que tu as parlé de c'est une date, c'est hyper mathématique, hyper statistique, c'est hyper concret. Et puis le début de la vie active, hyper statistique, hyper concret. Et en même temps, t'as ce toi-même qui persiste. Comme si, il y a comme une cohérence en fait. C'est une cohérence. Un truc qui fait qu'avant, ça n'a pas changé, demain ça ne changera pas. Une cohérence avec moi-même, c'est comme ça. J'ai voulu aller embêter le mot finitude, parce que là on n'est que sur une conception rationnelle de la chose. Mais si tu vas sur l'irrationnel, c'est-à-dire que la finitude c'est pas ça. C'est pas la 4e dimension où le temps s'écoule du passé vers le futur. Si justement on va au-delà de ça et que le temps, on part dans l'idée qu'on n'en comprend pas grand-chose et qu'on se trompe depuis des milliers d'années sur cette vision-là, et ben la finitude n'existe plus, parce que c'est plus linéaire. Alors, moi je pense que vous faites bien de critiquer la science, mais que vous ne le faites pas de la bonne manière. Déjà, dans l'ordre. Dans la dimension 1, on va dire, on perçoit un monde physique. Ensuite, dans la dimension 2, on comprend avec ce que l'on peut, c'est-à-dire les sciences. Pas de physique, pas de science. Hein. Et puis, dans la dimension 3, on comprend ce qu'on a compris. On donne un deuxième sens plutôt, grâce à la philo. Qu'est-ce que cette compréhension première implique pour notre esprit. Donc si on doit critiquer la science, on ne se fait pas scientifique soi-même, surtout en philosophie, surtout que nous ne sommes pas du tout apprenés sur le plan scientifique, donc on va avoir du mal à être crédible. Si on doit critiquer la science, on ne se fait pas scientifique. Et puis si on dit que peut-être que les scientifiques se sont trompés, que le temps n'existe pas comme on le pense aujourd'hui, on peut aussi dire peut-être que la Terre est plate. Mais puisque la science a défini son propre concept de ce qui est rond et ce qui est plat, on est forcé de constater que si on utilise ce paradigme scientifique, la Terre n'est pas plate. Bon. Et puis si on définit une science, on peut ensuite utiliser cette science. Mais en se rappelant que la définition qu'on nous donne est la nôtre, elle est humaine, elle est donc hypothétique et certainement pas véritable, pas vraie. Et puis on a toujours un retour à la dimension 3, du recul, quoi. Donc si on doit douter du temps, nous devons le faire de la bonne manière. Alors doit-on se demander plutôt, le temps existe-t-il et comment? Est-ce que c'est ça la question qu'il faut se poser? Le temps existe-t-il? C'est une question plutôt scientifique, que certains des plus intelligents tenteront d'approcher sans jamais vraiment y parvenir complètement, de toute manière, puisque leurs sciences sont elles-mêmes limitées, c'est ce qu'on a dit. Donc une question plutôt matérialiste pour découvrir en partie le monde physique. Donc le temps existe-t-il et comment? Ou alors, le temps doit-il exister pour nous et comment? C'est-à-dire quelle importance lui accorder à ce temps. Le temps doit-il exister pour nous, lui qui semble exister même sans nous? On l'a défini, c'est quelque chose d'immuable, qui persiste malgré tout. Donc si c'est malgré tout, c'est quelque chose sur lequel on ne peut rien. Donc quelque chose qui ne doit pas exister dans notre esprit humain, qui ne doit pas l'atteindre. Lui qui n'est pas omniscient, cet esprit, mais qui est seul maître de ses propres choix, on va dire. C'est la seule chose dont il est maître. Donc en premier lieu, le temps n'existe pas pour mon esprit. On pose finalement cette réponse, mais pas de la façon dont on croyait. Sa finitude non plus, d'ailleurs, n'existe plus, sinon elle est dangereuse pour nous. Elle nous incite à nous lier au temps, à trop vouloir le contrôler, en pensant qu'il doit faire partie de notre esprit. Alors que non. Et puis on risque de sombrer sous son influence, qui nous dépasse, évidemment. On peut même faire l'hypothèse du retour dans le temps. Le verre se brise, hop, petit coup de bouton, je reviens dans le temps, le verre se brise plus parce que je fais attention, je redémarre le truc, formidable. Est-ce que mon esprit sera lui plus fort? Certainement pas. Est-ce que mon esprit sera capable, si le verre se brise, de ne pas revenir dans le temps? Parce que revenir dans le temps, c'est échapper, c'est refuser. Donc mon esprit ne sera pas forcément plus fort. D'où l'intérêt de faire la différence entre les deux. Entre
la finitude et ce qu'implique la finitude, quelle place je vais lui accorder dans mon esprit. Tu prends compte. Quand je dis les saisons, oui, ok, on les voit, on les perçoit, on les machin, mais ça ne veut pas pour dire qu'il faut se donner à 100% à ce savoir. Déjà, il y a d'autres savoirs auxquels il faut se donner à 100%. C'est ce qu'on a dit, que ça vaut vraiment. Quand à la fin de que ça vaut vraiment, on arrive à rien. Philosopher, c'est pas chercher c'est chercher la vérité qu'on peut aller chercher. Notre vérité, tu vois, la vérité humaine. Pas la vérité générale, comme un scientifique. Mais le meilleur scientifique, quelle image on retient d'Einstein? Quelle image on retient d'Einstein? Un mec qui tire la langue. Comme histoire de dire, ok, je suis scientifique, je suis hyper sérieux. Par contre, je me prends pas au sérieux au point de dire ce que je sais moi, on fera jamais mieux. Ce que je sais moi, c'est la vérité. Ce que je sais, non, moi j'aide un petit peu à comprendre le monde. En fait, la fin, ça peut être la fin d'une étape et ça ne fait que évoluer, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre conscience de nouvelles choses qu'on ne savait pas forcément avant. Est-ce que c'est une fin ou quelque chose qui nous enrichit? La philo aujourd'hui, ouais, mieux. On va faire de la philo, on va peut-être apprendre des choses. C'est à changer de façon de penser. Demain, je vais pas agir la même chose quand je vais rencontrer une finitude, quelle qu'elle soit. On aura changé de façon de penser, mais en même temps, on sera resté nous-mêmes. Pourquoi on sera resté nous-mêmes? Parce que qu'est-ce qui nous a fait venir aujourd'hui? C'est une partie de nous-mêmes qui était philosophe, un petit peu. Ou qui avait une petite envie d'être philosophe à un moment donné, quand même. Et après, la partie d'après, qui va être celle de demain et puis des jours ensuite, ce sera que, encore une fois, c'est cette même personne qui va être philosophe. Simplement, il aura mis de nouvelles idées dessus. Et il m'en restera quand même cette même personne. Sans dire qu'on puisse pas la changer. Finitude. J'ai l'impression quand même, j'ai cette impression-là que plus on tend vers la vérité, moins il y a de finitude. Ah moi c'est notre conclusion, de tout savoir. Parce que tu as quand même un rapport à l'échelle, tu peux le ramener à l'échelle d'une heure, d'une semaine, d'une année, d'une vie, ou plus. Tu peux très bien prendre la finitude sur l'échelle de milliards d'années sur une planète. Grâce à la finitude, on a le pouvoir d'évoluer, de faire évoluer, d'apprendre par l'erreur ou par le manque, des prises de conscience de ce que tu perds aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Donc finalement, la finitude est totalement imprévisible, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas faire face à une fin. T'as ta vie, t'es bien installé, etc. Mais tu peux avoir n'importe quelle chose qui fait que tu passes par une finitude. Si t'as un déséquilibre, n'importe quoi, perte d'un être cher, je sais pas, déséquilibre familial, peu importe. Ça peut être une finitude en soi aussi. C'est imprévisible. Le délire à la fin de se dire, mais est-ce qu'il y a un seul exemple qui n'appartient pas à une finitude? Sur toutes les possibilités, est-ce qu'il y a un seul truc qui n'est pas du tout en lien avec une finitude ou qui croisera pas de finitude? Et on s'est dit, la seule chose qui n'a pas de finitude, c'est la finitude elle-même. Et on a tous eu cet exemple de je me rends compte qu'une heure vient de passer, mais en fait, pour moi, ça a été qu'une seconde. Je pense que je l'ai trouvé dans l'esprit. J'aime bien Là, on n'est plus dans le truc physique. Non, c'est pas plus mal d'ailleurs. Ouais. Et bizarrement... Parce que la finitude, tu reviens en arrière. Quand tu prends du recul sur une fin, c'est qu'elle est déjà passée. Très 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 physique, et on plonge dedans à fond. Et voilà, on a des finitudes de partout. Encore plus son effet, c'est d'autant plus dur. Parce qu'on ne devrait pas être à ce point-là dans un système aussi c'est dangereux, hein. Le mot c'est dangereux parce qu'il t'inculque de la finitude à peu près partout, et qui t'inculque pas par contre, qui te permet pas de t'émanciper d'elle, de bien l'apprendre, de la bonne manière. Parce que le patron, s'il fait 2 € de moins à la minute, ou la énième minute de la journée, il te vire, parce qu'il est à 2 € près lui. Il a ce degré de finitude là. Mais c'est la fin de Pikachu, mais c'est le début de Raichu. Parce qu'il n'y a pas de fin en soi, l'art, ça traverse les âges. Quelqu'un qui est doué en art arrivera à faire traverser son œuvre à travers les époques. On a pris par exemple les Marvel. On a dit qu'en soi, dans les nouveaux Marvel, il y a plusieurs grandes figures qui meurent dans les films. Ouais. Et pourtant, dans certaines séries, ces grandes figures sont en quelque sorte remplacées par de nouveaux personnages qui incarnent en fait le rôle qu'ils incarnaient. Donc en soi, le personnage est décédé, mais le rôle continue à... Quand ton esprit fait le lien, une fois de plus, la finitude,
diminue, en tout cas, un petit peu. Par exemple, si She-Hulk, elle meurt ou quoi et qu'elle est nouveau remplacée, la mort, elle aura pas le même effet sur nous, puisqu'on saura qu'elle va être remplacée. Du coup, la finitude, plus les cycles vont être répétitifs, et plus on va le voir comme une continuité et pas comme une finitude. C'est pas mal. Le moins de... Dans ce cas-là, c'est possible. si je lutte contre la finitude, moi j'amène en application la transmission. Moi, une des seules raisons, ou la seule raison qu'une personne individuelle existe, c'est pour transmettre à la personne qui existera après lui. Donc du coup, d'une certaine manière, par la transmission, il n'y a plus de finitude. En fait, il y a transmission du savoir, il y a aussi réussir à transmettre. T'as un savoir, t'en fais quoi? Toi, en autonomie, en implication, en esprit d'initiative. Ah ouais. Toi, future génération, t'as un cerveau aussi. Tu dois pas tout le temps écouter tes aînés, tu dois t'en servir, tu dois faire des choses. Et toi d'ailleurs, tu transmettras aussi, à ton échelle encore une fois. J'ai vu deux choses moi là dans ce que tu as dit, comme vous avez dit. J'ai vu, dans ce qu'elle implique, j'ai vu les 4 saisons, c'est-à-dire qu'ils vont changer, c'est-à-dire que je ne dois pas non plus me baser dans mon interprétation, dans l'implication de la finitude dans ma tête. Je ne dois pas me baser à 3000% jusqu'à mourir pour ça, on va dire que les 4 saisons c'est ci, c'est ça, c'est ci, machin. Je laisse évoluer la chose parce que si je suis ancré à ce point-là dans le monde physique, je vais me faire du mal à moi. Première chose. Et puis deuxième chose, c'est la question qu'il faudrait poser aussi. La finitude est-elle immuable? Est-ce que la finitude est immuable? Oui, elle est toujours là. En même temps, je peux faire en sorte de la transformer aussi. Ça fait deux interprétations. La première, que émotionnellement, je ne dois pas être trop attaché à ça. Et que si j'ai le pouvoir de quand même transformer cette finitude à mon avantage, un avantage que je ne dois pas exacerber à 3000%, on a dit, et ben je le change. Si j'ai le pouvoir. Ça fait deux façons de voir le truc. Sauf que je l'ai loupé. Bon, point, c'est fait, je l'ai loupé. Allez hop, passez à autre chose. Parce que ça, c'est vachement difficile à faire. Première chose, la façon que j'ai de prendre le fait que j'ai loupé mon tram. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais maintenant? Déjà, je ne parle pas des heures là-dessus parce que... Et ça, c'est une conséquence de la première. Je ne perds pas des heures là-dessus. Je suis pragmatique. Bon, moi, je vais appeler un copain qui n'est pas court et puis il va m'emmener. Bon, bah, j'attends le suivant. Demain, je me lèverai plus tôt. Ah, tiens, demain, je me lèverai plus tôt. Hein, une application qui fait parce que j'ai le pouvoir que cette finitude-là ne soit pas immuable, que je ne loue pas mon tram tous les jours. Je me lèverai plutôt le lendemain parce que j'ai ce pouvoir-là. Et puis le lendemain, je mets mon réveil plus tôt. Panne d'électricité, mon réveil ne sonne pas. Je ne suis pas sur le réveil du portable, je suis encore sur un réveil qu'on branche là. Bon, bref. Mon réveil sonne pas, hop, ça redémarre. J'avais le pouvoir, on est d'accord, mais j'étais pas omniscient, comme l'être divin on va dire, au point de deviner qu'il allait y avoir une panne de courant. C'était peut-être possible si j'avais appelé EDF ou voilà. C'est ça que je veux dire. On a parfois le pouvoir de changer la finitude, mais on est d'accord que la finitude, comme toujours, le reste, c'est un autre monde que nous. Faut pas qu'on lui donne notre esprit non plus, voilà. C'était l'idée de la mort qui était La première qu'on a. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça c'est vachement sympa, ça. L'idée que la première chose qu'on pense, sympa, la mort. C'est la mort. Alors que Oui, c'est la dernière chose à penser, la mort. C'est la dernière. Parce que c'est tout ce qui n'est pas nous, en fait. C'est tout ce qui n'est pas nous. Dans ce cas-là, la première chose qu'on pense, c'est la peur. Mais c'est la peur de la mort qui fait penser à la mort, c'est ça que je veux dire. Mais une fois qu'on a défini la mort comme un truc, nous, de ce qu'on sait, croyant ou pas croyant, en tout cas c'est la croyance. On va laisser la croyance de côté. Qu'elle soit athée, parce que la croyance athée c'est une croyance, hein, qu'elle soit non athée, donc divine, c'est également une croyance. Moi personnellement je crois en rien, ni en athée, ni en enfin, c'est pour ça. On en était là. Je sais pas. Attends. Vas-y. J'ai oublié. Merde. Quand personne m'aide, mais personne m'écoute en fait. Je pense à autre chose ici. En même temps, Tu parlais de la croyance, qu'elle soit athée ou pas. Ouais, mais c'était ce qu'il y avait. Toi, t'as pas de croyance. Par contre, toi, t'es con. Non, mais Gilles, t'as pas écouté? Attends, non, peut-être ça va nous faire mentir. Moi, ce que je voulais dire, c'est que. Ah oui, bah non. Ouais, non. Enfin, je pense que tu parlais de après. Qu'est-ce qui se passait après?
Parce que moi j'allais te demander, ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on dirait si on savait ce qu'il y avait après la mort? Si on savait que notre esprit. La différence, c'est le si, là. C'est le si, on savait. Bon, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas pour le moment. Donc, notre condition humaine, c'est un être qui est vivant et qui ne sait pas ce qui se passe après. En tout cas, il peut se poser des milliers de questions, passer sa vie à étudier la question de la mort, et en fait, louper sa vie. Parce qu'il n'est pas dans la vie, il est dans le nul, il est dans le néant, en fait. Il est dans le... j'essaie de donner du sens à ce qu'il ne peut pas en avoir, pour moi. Peut-être que quand je mourrai, je saurai. Pour le moment, je ne meurs pas, je ne suis pas vivant. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Et c'est pas même si aussi plus petit. Mais c'était pour rebondir ce que... Mais notre esprit, il va ailleurs. Voilà, si ça se trouve. Mais on dit pas non, on dit pas que c'est faux. On dit pas que c'est vrai. Qui reste toujours On émet éventuellement une foi, une croyance. Voilà. Mais sur ce qu'avait dit Benjamin, la peur de la mort, c'est sur ça que je voulais revenir. C'était que vous donnez une définition de la chose, et après vous avez un choix. Soit vous en avez peur, soit pas. Soit un petit peu, soit beaucoup. C'est pas un truc bipolaire, hein, mais... Ben ça, c'est votre choix d'implication de la finitude dans votre tête, dans votre esprit. Vous avez défini la finitude, la plus grande qui soit. Ouais, on dit toujours que c'est la plus grande, alors que c'est presque faux, elle n'est jamais là en fait. La mort, il y en a, ils y voient pas comme quelque chose de dramatique, et plus comme une fin, la fin de encore une tâche porte. à accomplir. Encore une autre porte. Et une étape après. Une étape après. La Mais fin ça reste de la croyance. Tu l'as dit en premier, il y en a, ils ne le voient pas comme quelque chose de dramatique. Nous, on a une culture en Europe qui voit d'une façon très dramatique, notamment la croyance catholique. Je ne connais pas les autres, je pourrais pas en parler. Mais la mort, voilà, très dramatique. Et quand vous étudiez l'espagnol avec El Día de los Muertos au Mexique, ah là, c'est un peu plus joyeux. C'est intéressant de savoir comment on doit prendre ça. Moi j'avais un avis là-dessus. Il me semblait que si un vivant était plus là, bah, il fallait qu'on partage ses idées, sinon on le connaissait, on partage ses idées. Et bah, lui il pensait comme ça. C'est un avis, c'est son avis à lui. Mais moi je pense comme ça aussi. Ce qui est décédé, vous vous souvenez de ce parent-là qui est décédé, bon bah il pensait comme ça. Vous, ça vous a aidé ou non? Si c'était quelqu'un qui vous a inspiré, voilà, ça vous a aidé. Là, si c'était quelqu'un que vous détestiez, ça fait quand même ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que notre plus grand ennemi reste notre plus grand ennemi intellectuel ou psychique, parce qu'il fait qu'on ne veut pas être cette personne-là, donc on va faire un choix à l'opposé. En fait, il existe carrément dans nos vies. La mort, elle est là, point. On la prend de façon bien ou moins bien. Si on la prend d'une façon dramatique, on risque d'en avoir peur, on risque de souffrir en la voyant rêver, on risque de souffrir en voyant les autres tomber dedans. Oh là là, en fait le chemin est tout tracé vers la souffrance, quoi. Je dis pas qu'on va pas souffrir parce qu'on est quand même un peu ancré, mais en tout cas peut-être si souffrir le moins possible, ce serait bien. C'est une façon de prendre cette finitude, c'est plutôt cool. Le truc de Dumbledore qui est top, qui remet la mort, j'ai mis le mot, qui remet la mort à son juste niveau. N'aie pas pitié des morts, Harry, petit point, et plutôt pitié des vivants, surtout de ceux qui vivent sans amour. Parce que le problème, c'est pas la mort, le problème c'est les gens. Mais plutôt pitié des vivants. C'est bon, on t'occupe pas de la mort, c'est bon, on t'occupe pas. Quand il va devant le miroir de Z et qu'il observe ses parents, et bon, il le laisse 2 minutes, et puis après, il pas sombrer là-dedans non plus. Parce que c'est du rien en fait. Vis ta vie, vis, ça c'est intéressant, vis, fais les bons choix, bon, en tout cas pose-toi des questions sur les choix que tu as à faire, après observe-les, apprends d'eux. Observation objective de ça, un fait immuable, la mort. Pour le moment on ne peut pas la supprimer. Tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire tout ce que je ne suis pas, donc rien pour moi. La mort c'est tout ce que je ne suis pas, moi je suis vivant, donc qu'est-ce que ça doit être pour moi? Rien, c'est ce que je ne suis pas. Je ne vais pas donner mon assentiment à ce que je ne suis pas, sinon je suis perdu. Hein. Et je me laisse aller au fruit du hasard, au fruit de cette chose-là. Je suis même incapable de définir. Voilà. C'est aussi, donc là j'ai dit un fait immuable. Et une autre façon de le dire, c'est une règle intransgressable. Une règle. Généralement, on a des règles quand on joue à un jeu. Bon ben voilà, c'est un jeu en fait. 2 points. Repousser sa venue, point d'interrogation. Est-ce qu'on peut repousser sa venue? Oui.
Bien sûr qu'on peut repousser la venue de la mort, on ne peut pas la supprimer, mais on peut repousser sa venue, mais pas à un certain prix. Pas au prix de la qualité de mon esprit. On peut être sérieux, dans le sport par exemple, être sérieux, on fait du sport, on s'entraîne, mais ne pas se prendre au sérieux, au point que si la performance n'est pas à notre goût, en tout cas à ce qu'on aimerait, on sombre avec elle. On est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Donc ça c'est la définition. Un fait immuable, et puis je dis une règle intransgressable, c'est un peu plus sympa parce qu'on se prend moins au sérieux. La règle, ça veut dire que c'est un jeu. C'est juste le jeu de la vie. Puis demain, vous vous faites renverser. Hein. C'est un pur hasard, il n'y a pas de quoi pleurer des heures si vous faites renverser demain, parce que c'est le fruit du hasard, c'est ça que je veux dire. De toute façon, tu peux pas, mais je sais pas, vous vous faites renverser. Mais demain, vous vous faites renverser et vous perdez vos jambes. Ça sera un fait immuable en tout cas. Et en fait, ce sera juste une règle intransgressable, un nouveau jeu. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et après, on l'accepte ou on la refuse. Ça, c'est intéressant. Accepter ou refuser la finitude. Un peu, si vous Nick quasi sans tête. Vous vous en souvenez ou pas? Voilà. Mais je lis un bouquin qui s'appelle Harry Potter à l'école de la philosophie, qui est une prof d'université qui étudie les trucs. C'est génial. Et il observe Nick quasi sans tête. Et Nick, il dit, en fait, je suis un peu ici et un peu là-bas. Parce qu'il a fait le choix, lui, de ne pas mourir, mais sans vivre non plus. Parce qu'en fait, c'est qu'une partie, son esprit qui reste. Une partie qui représentait le plus. Puis elle reste, entre guillemets, parce qu'elle reste sous forme de fantôme. En fait, elle reste pas. Il est, pour un mec qui avait peur de la mort, on est d'accord. Il est un peu ici, un peu là-bas. Ni ici, ni là-bas, en fait. 2 points, peur de la mort, c'est-à-dire, égal, c'est-à-dire pas vraiment dans la vie, et pas vraiment, et un petit peu dans la mort. Quand vous avez peur de la mort, vous lui donnez de l'importance en fait. C'est exactement l'inverse, c'est pas très cohérent en fait. Si vous avez peur de la mort, vous n'êtes pas vraiment dans la vie puisque vous pensez à la mort constamment, et vous êtes en fait un peu dans la mort déjà puisque vous y pensez constamment. Donc c'est un espèce de danger. Exemple de finitude. Ça peut être la fin d'une chose positive, donc, par exemple la mort on va dire, briser un objet auquel on tenait, finir un livre, la blessure physique. Ça peut être aussi la fin d'un moment négatif, à l'inverse, la fin d'une souffrance, la fin d'une erreur. Qu'est-ce que ça implique, la fin d'une erreur? Que ça veut dire que c'est pas le moment de s'endormir dans le bonheur, c'est que cette erreur, je vais apprendre d'elle, moi, tout de suite. Parce que le problème du bonheur, c'est que généralement, il nous endort un peu. On se dit, oh, cool, le problème n'est plus là, je vais passer au reste, je vais faire en sorte que le problème ne revienne plus après, moi, perso. Et puis après, je profiterai. Mais c'est ça, profiter. C'est ça, jouer le jeu. Je vais pas faire en sorte qu'ils reviennent pas au point d'être obsessionnels, machin, parce que là, du coup, je suis plus du tout dans le jeu. Et enfin, on y arrive. Enfin, repousser la mort, la finitude, pardon, est possible. Exemple, attelé, mort, minorité. Repousser la finitude est possible, notamment avec la mort. Mais à partir de quel moment, et ça fait référence aussi à une chanson de Goldman, repousser la finitude est possible, mais à partir de quel moment cela devient-il obsessionnel? C'est possible. À partir de quel moment ça devient obsessionnel? C'est la question qu'il faut se poser. À partir de quel moment le pouvoir monte à la tête? Jusqu'à oublier que l'essentiel ne se trouve pas dans la finitude. La finitude, c'est l'avoir. Mais dans l'être. La finitude, c'est l'avoir. Quand vous repoussez la finitude de quelque chose, c'est que vous en voulez plus. Voir, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous repoussez la finitude. À partir de quel moment ça devient obsessionnel et ça monte à la tête? C'est la question qu'il faut se poser. Tout ce que l'on a commencé est fini, et tout ce que l'on est. C'est un peu. Reste et là, quoi. Ou a été et sera. Ça, c'est le même verbe. C'est être. C'est pour ça qu'il est vachement bien ce verbe. Harry, dans le premier bouquin, dans le premier livre, Harry voit Voldemort, juste avant, en fait, c'est la même chose que les Horcruxes. Il voit Voldemort boire le sang d'une licorne. Et il demande à Firenze, qui est le centaure qui vient le sauver, mais qui pourrait être désespéré à ce point? Si on doit être maudit à jamais, mieux vaut mourir, non. Non, point d'interrogation. Mieux vaut mourir, non. Qui peut être désespéré à ce point? Au point de vouloir repousser ce truc aussi loin, en fait. Parce que, dans l'idée, boire du sang de licorne, c'est la pire chose qui soit, quoi. On va dire ça comme ça. Et si nous devions vivre sans nous poser de questions, parce que ça serait un petit peu pareil. Oui, Voldemort, il va pas se poser de questions. Comme ça, le problème est résolu. C'est ça le danger de ne pas faire de philo. C'est que vous vivez votre truc aux sensations, vous repoussez, vous devenez obsessionnel, vous en rendez pas compte, vous ne vous posez pas de questions de toute façon. Moi, je posais cette question-là, qui pourrait désespérer à ce point pour vouloir repousser les limites de la mort? 2 points, nous. 2 points. Nous vivons maintenant plus longtemps que jamais.
c'est le cas. Hein. On a repoussé les limites de la mort le plus loin possible. Ça veut dire beaucoup, on va voir. Deuxième point, qui pourrait être... la deuxième question qu'il faut se poser, c'est qui pourrait être désespéré à ce point pour vouloir repousser les limites de la mort au péril de la qualité de sa vie, philosophique, morale. Au péril de la qualité de sa vie, en fait. C'est terrible. Point d'exclamation, donc je réponds. Nous, pour vivre jusqu'à 90 ans, il implique de nous faire travailler intensément et longtemps, virgule, de faire travailler les autres intensément et longtemps, je pense aux retraités notamment, d'amasser des quantités faramineuses de ressources, nourriture, santé, bien-être, plus, évidemment, cette chose bien-être là. Qu'est-ce qu'implique ? C'est là où on a repoussé les limites de la mort au péril de la qualité de notre vie, en fait, notre vie philosophique. Et puis du coup je dis, il me semble, l'humanité aurait agi avec sagesse si arrivé à une durée de vie de, moi je mets 50 ans, mais c'est histoire de grossir la chose. Je n'ai pas de chiffre précis. On verra, on pourra en deviner si on pouvait. Si arrivé à une durée de vie de 50 ans, elle avait instauré des droits de l'homme, ou, vivre au-delà de 50 ans implique une décadence écologique, c'est-à-dire vivre ensemble avec soi, les autres, les humains, la terre, etc., avec les autres en fait, écologique. Vivre au-delà de 50 ans implique une décadence écologique, dont une transgression des droits de l'homme eux-mêmes. Toutes ces souffrances-là, animales, qu'il faut pour vivre assez longtemps, transgressent en fait les droits de l'homme eux-mêmes, il me semble. Si les droits de l'homme sont logiques. Hein. Décadence écologique. Peut-être n'avions-nous pas les connaissances suffisantes à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait de quoi vivre jusqu'à 60 ans, on se disait c'est chouette, vivons plus longtemps. 60, 70, 80, 90, et puis après les ressources, on le voit bien, hein. Les ressources diminuent, en tout cas on les pompe à vitesse grand V, au prix en plus de souffrances nombreuses qu'on ne voit pas forcément nous, parce qu'on est bien assis ici quand même. Peut-être n'avions-nous pas la connaissance suffisante à l'époque, je fais mine de pas trop l'en vouloir, et moi je dis si, on le sait lorsqu'on satisfait ses désirs et ses pulsions, c'est justement de la philosophie. Mais qu'en est-il pour aujourd'hui ? Il semble que nous soyons pas capables non plus, de résoudre ce problème, de toute façon, ni aujourd'hui ni avant, car, ceux qui cherchent le pouvoir, en fait, qui ont fait que ce monde soit ce qu'il est aujourd'hui, hein, ceux qui cherchent le pouvoir, le trouvent, évidemment, si vous ne cherchez pas le pouvoir, vous ne l'aurez pas, hein. Et c'est pareil logique, celui qui veut, dans ce groupe de 10 là, décider, s'il y en a 9 qui s'en fichent, qui ne sont pas là pour gouverner ou quoi que ce soit, et qu'il y en a un seul qui décide de gouverner, il va choisir pour vous. Et puis voilà, mais vous en fichez de gouverner. Vous savez bien que gouverner votre esprit, peut-être, est bien plus essentiel que de gouverner le monde physique, la gestion géopolitique des choses. Il me semble que ce choix-là, ceux qui cherchent le pouvoir le trouvent et le conservent évidemment, 3 petits points, longtemps, 3 petits points, aussi longtemps qu'ils le peuvent d'ailleurs, parce que on est toujours dans la fin de la finitude. Ces gens-là oublient qu'un jour ils vont mourir. Tous ces gens qui cherchent le pouvoir oublient peut-être qu'un jour ce pouvoir-là, ils devront le laisser tomber. Et plus ils le laissent tomber tôt, mieux c'est, hein, généralement. En tout cas, ils ne sont pas objectifs sur la situation. On a dit qu'on pouvait repousser la finitude. Il y a des choses bien. Hein. Demain, je prends mon tram, je me lève plus tôt. Voilà, ok. Ça, c'est une bonne façon de la repousser. Explique tes symboliques. Pourquoi la santé ? Et puis, pourquoi toi tu penses que c'est important ? Pourquoi pour toi c'est important ? Pourquoi c'est important pour le monde ? Pourquoi c'est important pour toi ? Comment t'es venu à comprendre ça ? Tu vois ? Parce que j'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort. Ça. C'était que physique. Par exemple, si on reprend par exemple au bien-être social, une personne qui est handicapée ou quoi, il n'aura pas la même vie sociale qu'une personne qui est valide. Ouais. Donc si tu as un bien-être physique, là tu peux avoir un bien-être social. Tu es en train de dire que lui, il n'est pas en mesure d'être en bonne santé. De qui ? Mentale. Ah personne handicapée. Non, c'est justement, pour moi il n'aura pas le même bien-être social qu'une personne qui a un bien-être physique. Non, il ne peut pas l'avoir. C'est pas ça, mais il va avoir plus de difficultés, ça j'en suis persuadé. Il aura plus de difficultés pour parvenir à ta définition du bien-être social. Mais est-ce que ta définition à toi, c'est la bonne ? Surtout dans la société dans laquelle on vit. Pour être en bien-être social, alors il faut voir ses potes, il faut
il faut jouer à la play, il faut surtout, il faut pas rester chez soi. On ne peut pas être en bien-être social si on reste chez soi. On va voir la définition qu'on a donnée du bien-être social pendant le Covid, c'est assez aberrant. Bien sûr que si, on peut. Si on est aimé par ses amis, on peut rester chez soi, ça sans aucun problème. Si on sait qu'on est aimé. C'est pour ça qu'on peut être en bien-être social de plein de manières différentes. Et que ça ne dépend pas du contexte physique dans lequel on évolue, mais du contexte des efforts psychiques qu'il faut faire pour être en bien-être social. Et ce, peu importe le contexte. Handicapé ou valide, d'ailleurs. Si tu es un handicapé bienveillant ou un valide bienveillant, tu seras dans un bon contexte, un bon bien-être social. Pour un même effort, ce ne sera pas plus dur. Les efforts sont les mêmes. Par contre, ils sont différents. Ça, c'est sûr. Je me demande si le kéké des plages, qui a 12 000 amis, qui a 28 millions d'abonnés, C'est des amis. je me demande si lui, il n'a pas le pire bien-être social qui soit. Obsessionnel compulsif, ça c'est une maladie mentale. C'est une maladie. Vous chopez le Covid, vous chopez ça entre guillemets, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas de votre fait à vous, c'est une maladie quoi. Vous naissez dans un contexte où vous vous faites battre par quelqu'un toute la journée, bon bah il y a une maladie qui va se créer en vous. C'est pas parce que vous avez une mauvaise philosophie. Par contre après, peut-être que quand vous allez grandir, vous allez dupliquer cette haine contre les autres. Bon voilà, c'est un petit peu de votre faute quand même. Sauf si votre maladie vous le... Tout ce qui m'a fait grandir et fait ce que je suis maintenant. Donc un album... Ouais, un album photo. Hashtag nostalgie alors. Ouais, voilà. Alors ça fait très large. Ouais. Mais c'est plus parce que j'ai pas envie d'avoir un objet en soi, je préfère avoir un peu des souvenirs de tout plutôt qu'avoir un objet qui me rappelle un seul souvenir. Pourquoi ils tiennent à cœur, faut dire ça comme ça. Parce que c'est ma vie, du coup c'est important. Contrairement à eux deux, ils ont pris des choses qui les projetaient encore vers l'après. Ouais. Et toi, ça te projette que vers l'avant. Et tu dis c'est ma vie. Non, c'était ta vie. Ouais. T'es orienté que sur la moitié d'avant. Ouais, mais non, enfin, oui, mais du coup, il retransmet ce qu'il a appris de ses Par contre, oui, il partage, oui. C'est vrai qu'il y a le partage pour l'après. Et il sait les choses qui lui ont faites et qu'est-ce qui lui permet d'avancer mieux, des remarques, des choses. T'en ferais quoi? Bah, je pense que je le regarderai peut-être pas souvent, mais je pense que je le mettrai. Ouais, je sais je sais qu'ils sont avec moi. C'est comme ceux qui mettent des photos des personnes proches dans leur portefeuille. Et bah, ils les regardent pas forcément, mais c'est comme s'ils étaient tout le temps avec eux. Et du coup, bah là, je sais pas, d'un coup, j'ai envie de le regarder parce que j'ai un coup de moins bien ou je sais pas. Et ça te rappelle? Ça me rappelle les bons moments. Et, Donc, ouais. et peut-être pas forcément que les bons moments, mais... Ça se rappelle que tu as eu des bons moments. Ouais, et peut-être pas forcément que les bons moments, mais aussi comment j'ai pu surmonter et les moins bons. Et comment j'ai appris des choses à partir de là. Et du coup, pour refaire la même chose. J'avais pensé à la pensée, moi. Ah. En fait, je l'ai là. Ouais, non, Elle est pas ancrée dans le passé, elle est bien dans le présent. En fait, franchement, on dit photo, mais c'est souvenir. Souvenir. Photo, c'est le souvenir. Vous n'avez pas besoin de la photo. Bah, c'est un effet déclencheur. Si, c'est c'est ce qui amène tout le reste. Et puis des fois les détails sur la photo, parce que les souvenirs c'est assez ingrat. Des fois tu as des souvenirs qui sont basés sur des choses que tu te remémores encore et tu déformes la réalité. Parce que tu as le souvenir du souvenir du souvenir. La photo au moins ça te remet encore une réalité supplémentaire parce que tu voyais pas comme ça. Comme quand tu essaies de te souvenir d'une photo et que quand tu revois cette photo tu te dis ah ouais mais merde, il y avait ce détail là, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ouais. Donc ça va quand même au-delà du souvenir je trouve. Après est-ce que c'est plus véritable, je sais pas. Parce que les choses sont faites pour être effacées, pour finir. Oui bien sûr. Donc peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de se souvenir tant qu'on peut. Si on a une image pour nous aider à ça, bah, tant mieux, on se souvient bien surtout. Et puis le jour où on commence à moins se souvenir, on sent qu'on oublie. Le fait est qu'il va falloir oublier de toute façon.
il va falloir s'en aller, et ben il faut arrêter peut-être à ce moment-là de dire ah bah je sais, je me souviens, je sais. Et puis être humble, comprendre que la vie n'est pas, et le souvenir non plus, l'image encore moins, immortelle. Donc cette image que tu te faisais de... À mon avis, quand on se fait une image, c'est pas bon. Par contre, quand on se fait un avis, c'est mieux. Quand Katia avait répondu pour lui montrer à mes enfants. C'était pour leur expliquer, mais qui était le parcours. Mais leur montrer, c'est pas ça. Partage. C'est pas ça, montrer en fait. Ouais. C'était ça qui est fou, c'est la première. Moi je me suis dit, ouais. Plutôt classique, quoi, plutôt bienveillant, mais sans trop se poser de questions. Et en fait, elle a dit, ouais, mais c'est pour leur expliquer qui ils étaient. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Ah, ok. Racine identitaire. Tu peux m'expliquer. Je viens. Je veux dire, on n'est pas là pour. Même une mauvaise, pas une mauvaise personne, mais une personne qui a fait des mauvais choix, bah voilà, expliquer sa vie. C'était qu'un humain, quoi, je veux dire. Ouais, expliquer pourquoi. Quand on emprisonne un terroriste, un fou furieux, on l'emprisonne, on ne tue pas. Il faut qu'on apprenne de ses erreurs, puis qu'on apprenne éventuellement des nôtres, parce que généralement, si ça peut provenir de nous. Ça c'est intéressant. Les images, les photos, elles sont bien. Hugo il disait, ouais mais le problème c'est qu'on va, t'avais dit ça, le problème c'est qu'on va encore dire du bien, quoi. Donc, on ne sort pas des photos pour dire du mal. C'est ça qu'il disait. Moi je pense qu'il faut être objectif. Surtout être objectif, parce que si on est ou négatif ou trop positif, on est irréaliste. Et quand vous donnez une information irréaliste à quelqu'un, bah, plus tard il se rend compte qu'elle n'était pas cohérente, parce que c'était une seule part de la vérité, quoi. Bon bah du coup il peut l'oublier parce que c'était qu'une image, une partie de l'image. C'est pas vraiment la vie que vous avez du truc. Mais par contre, pour le partage, je pense que c'est un objet qui est super de dire oui bah alors là c'était avec ton arrière-grand-père. La bonne photo il sert à rien, mais c'est ce qu'on fait là. Hein. Moi je vous demande une bonne photo en fait là. Par contre je vous demande pas de me montrer la photo. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vous demande de me montrer pourquoi cette photo là, c'est la plus importante à vos yeux, quoi. Là ça va encore monter d'un cran. On part très très fort, attention, on part trop fort. Binge. Un petit enfant qui a Tu peux catégoriser en développant le plus fourni. Ouais. Moi j'ai 3 catégories, j'ai vivant réel, vivant possible et objet. Attends. Le vivant réel que je sauverais, parce que moi j'étais parti sur objet, mais depuis qu'on en a parlé, si je pouvais sauver du vivant de chez moi que j'ai actuellement, ça serait... Bon, j'ai un compte chéri, mais je pense qu'elle est capable de sauver toute seule. Non, mais ça serait mon chat. Parce que mon chat, c'est vraiment ça fait un peu con comme ça, mais c'est vraiment ça a été l'accompagnement de ma transition sur mes 2 moments de vie. Et puis c'est l'innocence, c'est la compagnie, c'est plein de choses que comme vous devez certainement savoir au niveau des animaux de compagnie. Sur le vivant, alors c'est irréel parce que pour l'instant j'ai pas, mais bien évidemment que je sauverai mon enfant, tout simplement dans un résumé d'après, parce qu'un enfant c'est l'après, un enfant c'est bien évidemment ce qui lui reste à vivre, et puis en fonction de son âge il est certainement pas en mesure de se sauver lui-même. Mais par contre moi j'avais plutôt réfléchi à l'objet, et l'objet que j'ai chez moi et qui représente plein de choses pour moi c'est ma guitare. Non, on l'avait dit. Alors, mais moi j'ai plein de guitares, mais il y en a une qui est l'accomplissement de plein de choses. Parce que j'ai une guitare qui est mon outil de travail, qui m'accompagne sur mon lieu de travail constamment. Au point où j'ai trouvé le moyen de l'assurer pour pas que quand quelqu'un me rentre dans le coffre, je reparte sans rien. Et cette guitare, c'est plein de choses. Ça a été l'accomplissement de mes premières années de travail pour me l'offrir, parce qu'elle a une certaine valeur au départ, aussi monétaire. Elle a énormément de valeur à mes yeux également, autre que le monétaire. Et puis c'est toute ma vie, c'est tout ce qui me passionne, la passion, la musique, la passion, l'enseignement, le partage. Une guitare en soirée comme ça peut faire plein de choses. Puis c'est la représentation du monde artistique que j'aime tant, forcément. Hein. Et puis
Puis ça, je sais pas, ça fait partie des objets à mon avis qui, en avançant dans le temps, peuvent se garder également. Donc il y a un peu de moi dedans. Il y a un peu beaucoup de moi dedans. Donc en résumé, ouais, ça serait la guitare acoustique. Putain, je vais chier. Pourquoi? Non, mais à partir de là, ouais, non, j'essaie de mesurer chaque chose en son temps et le temps pour chaque chose. Le travail pour le temps et le temps pour chaque chose. C'est mon poète. On entend grave là. Chaque chose en son temps, c'est bien parce que. Ouais, faut passer après ça. Un point d'eau. C'est la vieillesse. Lui, il a dit. C'est une grande montée. Ça passe. Oh, ça veut dire quoi ça? Comment ça C'est s'appelle pareil C'est une figure de style, ça. Ah ouais, Gradation. je suis pas bon. C'est pareil que être sérieux sans se prendre au sérieux. Être sérieux sans se prendre au sérieux, ouais. Chaque chose en son temps. Et, chaque chose en son temps et le temps pour chaque chose. Ok. Le temps pour chaque chose, ça veut dire être sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais Ouais, c'est de l'organisation, ouais. Et le temps pour chaque chose en son temps, c'est pas trop se prendre au sérieux. On reste un humain. Et c'est ça qui est énorme. La musique existe par le temps, mais le temps n'existe plus quand tu l'as fait. Ça, c'est exceptionnel. J'adore cette sensation. J'adore cette sensation. Disparition du temps. C'est-à-dire, je vais prendre ma guitare, ça va faire 2 heures quand, je sais pas, par exemple, ma chérie va dire c'est bon. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes. On supprime le temps dans notre esprit. Qu'est-ce qui se passe? On supprime la finitude. Qu'est-ce qui se passe? On s'éclate. C'est pas un hasard, quoi. Et on se sent plus encore serein avec nous-mêmes, enfin plus enclin avec nous-mêmes, on est plus dans nous-mêmes, quoi. Non, mais d'un point de vue manufacturé, quoi. Si on produit du rien, ça sert à rien sur un plan. Les instruments sont top et les arts avec parce qu'ils servent à rien sur un plan physique. Celui que je prendrais, ce serait ma peluche de naissance. C'est de la pure valeur sentimentale, c'est avec moi depuis que je suis toute petite. Donc quand t'es petit, t'as un doudou, c'est ça qui te console, c'est ça qui t'aide à dormir, tout ça. Il y a tout qui est lié, c'est-à-dire sa forme, son odeur, sa présence, il y a tout ça qui rassure. Et c'est tout simplement que si je l'ai plus, je sais qu'il y aura un gros manque. Même s'il y a un moment, il faut se débarrasser du doudou. Mais ouais, je pense que c'est l'objet même que je prendrais. Pour ton enfant, c'est une espèce d'ami, quoi, parce que moi j'ai cette sensation-là de rebondir avec ce... Comme si on se parlait, on se comprenait. Donc je lance mes idées, il me répond, ça fait une histoire, quoi. On se fait des histoires à deux. C'est largement un ami, c'est moi, hein, on est d'accord, hein. Non, débarrasse-toi de ton doudou, non, on est trop dans le je veux me débarrasser de ce qu'il m'a fait, de ce qu'on a fait dans l'enfance, parce qu'on est adulte. Alors que il n'y a pas de raison qu'on ne les garde pas et que ça nous sert à quelque chose. Ouais, mais ça, c'est le côté sévère de la construction sociale de la société qui fait qu'il faut que tu grandisses, etc. Moi, quand j'entends l'athlète, t'es un gamin, mais tant mieux. Parfait, c'est génial. Moi, j'aime bien avoir plusieurs parts comme ça. Assuré, elles sont à la mode. Pas la mode d'aujourd'hui, mais elles sont à la mode d'un instant T, de l'instant T1, T+1, T+2, T+3, T+3. Elles sont à la mode. En fait, elles sont jamais rien. En fait. Et t'as la même chose en fait dans les. Je trouve ce qui est représentatif, c'est les trilogies de Star Wars, où chaque trilogie correspond à une génération. Et t'as ceux qui adorent les 4, 5, 6 parce qu'en fait c'était leur génération, t'as ceux qui adorent les 1, 2, 3 parce que c'était la nôtre plutôt, et t'as ceux qui adorent les 7, 8, 9 parce que c'est les nouvelles générations, et nous on n'y arrive pas à comparer. Et c'est juste parce qu'on vieillit, et qu'on a quand même plus le même regard ou le même ressenti que quand on les a découverts un peu plus jeunes, un peu plus gamins. Il me semble qu'on doit être aussi capable de dire, d'avoir 40 ans au moment où Spider-Man 1 commence, de regarder le film et de comprendre pourquoi c'est bien. Tu vois? Arriver à comprendre quand même pourquoi c'est bien. Parce que si je vais voir et je dis les dialogues sont pourris, les machins. Moi, avec les Animaux Fantastiques 3, c'est exactement ce que je ressens. Moi, la mise en scène, les dialogues, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on a pu faire avec les HP. C'est pas du tout ça. Et pourtant, l'essentiel, il est là, mais à puissance 12 000. Une génération d'écart. C'est pour ça que je regarde le film, je suis épanoui parce que je vois l'essentiel, parce que je peux passer des heures et des heures à parler de ce film, parce que philosophiquement parlant, il y a des heures et des heures de sujet là-dedans. Donc en fait je m'éclate, comme dans Spider-Man 1. Ça reste de la forme, quoi. Attention à ne pas confondre la forme et le fond, il n'y a rien à lier là-dedans. Et alors, c'est pas parce que je suis morte que la chose qui m'appartient ne m'appartient plus, je pense. Deuxième tour.
Ça, c'est un gros débat qu'il faut qu'on ait. Elle a marqué un Si, si. C'est comme les personnes qui, après la mort d'un proche, va par exemple récupérer des affaires chez lui ou des trucs comme ça. Non, c'est à lui. Genre, soit Ah, l'appropriation. ouais, genre moi je peux pas, l'appropriation c'est pas mes affaires, je vais pas aller prendre ces affaires parce que. Ce qui est vraiment à toi, je pense que c'est pas l'objet, je pense que c'est l'idée. Donc l'idée, tu la conserveras. L'idée, toi, tu la conserveras. Si tu l'as. C'est exactement ce que tu es en train de faire avec nous. Cette idée, tu viens de nous la passer. T'es pas égoïste, tu viens de nous passer l'idée qui est dans ta peluche, c'est-à-dire la chose qui fait que ta peluche est si importante. Tu viens de nous la passer, donc c'est pas du tout égoïste. Tu viens de nous faire la passe. Bon bah ça y est, j'ai franchement passé mon enfance avec ces doudous, je les vends. Je vends ces deux doudous par exemple là. Et ben je pense que je le donnerai pas, peut-être je m'en débarrasserai, je le vendrai, je le donnerai à quelqu'un, mais pas en lui disant ça y est, j'ai passé mon enfance avec ce doudou, il m'a vraiment aidé, tiens je te le donne. Non, non, je pense que ce serait vraiment très comment dire, commercial. Sans passer les sentiments, juste tu donnes l'objet sans connaître la personne spécialement ou sans lui dire bah avec ça j'ai traversé pour un peu garder cette magie, cet attachement que tu vas créer, pas te dire ah bah il connaît déjà les secrets de l'autre personne. Non, tu dis juste ah bah tiens j'ai retrouvé mon doudou. Mais c'est génial, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire que la chose t'as tellement apprise que tu vas pas lui transmettre ce que t'as appris, tu vas lui transmettre la chose, elle m'apprendra lui. Ouais, on est d'accord. voilà, on en revient au même, mais alors donner ton façon de faire. Ok, mais sans te dévoiler. Très très joyeux. La personne à qui tu donnes ton nounours, tu te dévoiles pas, tu lui dis pas. Ça c'est ultra bienveillant. Hein. Ça c'est ultra bienveillant. Parce que c'est ultra comme dur à ça faire. tu gardes tes souvenirs et ton doudou et tu gardes tes souvenirs et le doudou que tu donnes reste un objet nouveau pour la personne à qui tu le donnes et en rien un objet sentimental. Ça, enfin moi ça paraît hyper matérialiste et aussi très jeune dans la vision, mais ça serait ma PS4 mais pas pour l'objet en soi-même, c'est plus pour le côté social. Non mais c'est vrai en plus, parce que par exemple quand on est dans le confinement, il n'y avait aucun moyen par exemple de voir ses amis ou faire des trucs comme ça. Et moi je joue pas par exemple au jeu pour jouer tout seul, c'est vraiment avant tout social et passer du temps avec mes amis. Et je pense du coup ça, même dans la vie de tous les jours, je préfère largement être avec mes amis que rester tout seul chez moi. Et c'est plus pour cette idée du côté social de l'objet. Bien rattrapé. T'extrapoles sur l'aspect important de la vie en société. Mais après, pour moi, hein, parce que... Ouais, c'est ça qui est marrant parce que du coup sur l'aspect partage social, même si c'est numérique, c'était pas le premier objet auquel j'aurais pensé, tu vois. Non mais c'est bien, ça change de l'idée, les jeux vidéo c'est pas bien. Oui, bah, Sans dire que c'est la meilleure chose qui soit, ça change de l'idée, les jeux vidéo, ça vous rend violent et puis ça vous met à l'écart. Tu joues tout seul devant ton écran, voilà. Ouais, mais c'est comme les réseaux sociaux. On est sur le même trip. Après. Je suis plus mesuré sur les réseaux sociaux. Quoi. Après. Je sais pas. Ouais, mais moi je. Tout dépend l'âge. Je mets ma vie sur les deux. Pour moi, c'est un réseau social, pareil. Simplement l'outil et. Là, c'est comme vidéo, ça s'apprend. On est d'accord, c'est ce que j'allais dire. Tu dis je suis avec quelqu'un d'autre, mais moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que tu sois vraiment avec cette autre personne qui est en face. Pour moi, tu. Non, mais c'est des potes proches. Hein. Jamais. J'entends, mais qu'est-ce que tu. Ouais, c'est passer un moment sympathique. Ouais. C'est tout ce que c'est, hein. Bah oui. C'est passer un moment sympathique. Avec quelqu'un que t'apprécies. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que bon, bah, après, il y avait l'aspect confinement, mais dans ce cas-là, peut-être tu décroches ton téléphone, c'est pareil. Je me demande. Non, mais dans l'idée qu'on se fait des années 80, il me semble que dans les années 80, le confinement, ce sont des gens là, ils auraient pas fait de jeux vidéo. Ils seraient sortis en douce, ils seraient allés se voir. Il me semble qu'on n'est pas du tout dans le même aspect social, on n'est pas du tout dans le même manque social.
si l'aspect social est vraiment ce qu'il y a de plus fort en toi, tu joues pas aux jeux vidéo. Tu casses la fenêtre, tu vas voir ton pote. Si c'est vraiment l'aspect social qui te... Tu vois? C'est pas... Bah non, je vois pas. non, non. La maison à Bah si l'aspect social t'inspire à ce point-là. Par exemple, pendant le confinement, toi, tu prends une amende, boum... Envoie une lettre. Envoie-lui une lettre. Il dira bah non, jeu vidéo, je l'entends, je le ressens, je le vois. Ah bah d'accord, alors c'est peut-être mieux jeu vidéo. Bah alors à ce moment-là, casse la fenêtre, tu l'entends, tu le verras en direct, tu le ressentiras, tu vas pouvoir le prendre, faire un check. Tu seras quel genre de personne d'avant, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pour ça que je pense que je vais rebondir sur ce que je voulais faire moi au début. C'est j'ai peur que l'objectif c'est que ce soit ça, mais faut pas fuir la solitude. Seul, mais pas solitaire, je dirais l'autre. Seul parce que je suis seul, c'est un fait, mais pas solitaire parce que j'ai un lien. Je sais que j'ai un lien avec ce pote. On se voit pas, on se parle pas, mais je sais que j'ai un lien. Faut pas. Je suis toujours dans la philosophie, hein, d'accord. Je reste là-dedans. Faut pas jouer à la PS4 pour fuir la solitude. Faut pas faire du bruit pour fuir le silence. Combien de Parisiens tu fous en Corrèze, à Buja? Combien il y en a qui décèdent dans la minute? Et à l'inverse, combien il y a de campagnards qui montent à Paris, qui décèdent dans la minute parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'ils sont incapables de prendre du recul sur ce bruit-là? Bah, c'est la même chose, hein, les deux. Hein. Mais il faut pas fuir, on fuit pas le bruit, on fuit pas la solitude, on fuit pas. Parce que, après moi je te donne mon expérience. Hein. Moi j'ai passé 6 ans dans une pièce d'un mètre de 18 mètres carrés tout seul. Je n'ai pas spécialement besoin de sortir, je me suis éclaté. Parce que je suis rentré dans mon esprit et que j'ai trouvé un panel de choses à apprendre, bien plus grand que je n'avais jamais trouvé avant. Un panel de choses qui plus est encore plus vrai que ce que j'avais pu penser. Pourtant j'étais tout seul, on pourrait dire t'es tout seul, tout ce que tu penses c'est pas être vrai. T'es pas dans la réalité. Si tu sens que, de toute façon je sens ça. Si tu sens que tu fuis, que tu agis pour fuir, parce que tu te fais chier, au contraire, au moment où tu commences à te faire chier tout seul, ton cerveau va trouver le moyen, mais c'est fou, hein, va trouver le moyen de penser. Et là, ça commence à être intéressant. Alors que généralement, et c'est le cas avec la nouvelle génération dont je fais partie, hein, hop, on a le téléphone à 2 cm de nous. Il suffit qu'on fasse ça, et cet instant d'ennui qui commence à arriver, et qui fait que si on faisait poursuivre 3 secondes de plus, notre esprit prendra le dessus, et là, paf, ça irait, et ben on le supprime. On prend le tel, et on regarde une vidéo. On ouvre Instagram, et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a toutes les personnes auxquelles on est abonné. On cherche pas à apprendre, on a devant nous tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Sur ce qu'on pense qui est le mieux, parce qu'on s'est abonné. Moi j'aime bien garder des abonnés que j'aime pas. Notamment féministes. Pas que j'aime pas, mais c'est que... Parce que j'ai peur de me tromper. Parce que je suis sérieux, parce que je dis pas que c'est moi le plus vrai. Peut-être qu'ils vont m'apprendre des choses encore, ces gens. Puis ils m'ont appris en fait. Donc si je suis amoureux de moi, je veux être loyal envers moi-même. Et surtout, je veux agir au mieux pour moi-même. Donc s'il faut que je sois seul pour apprendre, bah, je serai seul. Et j'irai pas en boîte de nuit où je peux pas apprendre, où je me pose pas de questions. Je vais pas m'abonner seulement aux gens que j'aime. Aux gens que j'aime, ou à ce qui m'intéresse, on va dire, pour le cas des informations par exemple. Aux informations qui m'intéressent. Tu vois? Genre je comprends, mais moi genre je ferais pas... Enfin je ferais l'inverse. Parce que tu fais avec solitude assez prononcée, parce que je suis passé de gérer tout pour 4 enfants et une soi-disant compagne pendant 10 ans à t'es tout seul, mais vraiment t'es physiquement tout seul quelque part et tu penses enfin qu'à toi. Et là t'as 2 possibilités, hein, purement binaires. Soit tu n'acceptes pas et tu penses que tu sombres, soit et c'est ça qui est pas évident, tu essaies de prendre toutes les éventualités, les possibilités positives que ça t'apporte. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je me revois ouvert la main en comptant les choses que j'avais encore, plutôt que de me persuader des choses que je perdais. Parce qu'on perd pas vraiment les choses. Non, on les a jamais eues. C'est de l'ordre du choix. Et ok, t'es malheureux en amour, ok, tu pensais que t'avais des gamins alors que c'était pas les tiens et que tu les avais élevés pendant tant d'années, mais t'es en bonne santé. T'as un travail que t'aimes, non, je vais le faire dans le bon sens, c'était pas ça. T'as une famille qui est là,
t'as des amis qui sont là, t'es en bonne santé, t'as un travail que t'aimes, j'avais dû retrouver encore un autre truc, j'avais la main ouverte. Et ça a commencé vraiment psychologiquement à me dire, finalement ça va pas si mal que ça. Ouais. Et je fais beaucoup de listes aussi quand je me pose des questions sur plein de choses. Je fais beaucoup de listes aussi. Ça permet de nous aider à être pragmatiques. Deux. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Je suis souvent pas mal pragmatique. des choses comme ça. Et souvent subjectif, quoi. Nous aider à être un peu objectif, c'est bien. Goldman et Rowling. Rowling, j'ai commencé en 3e, en 4e. Et lui, je l'ai commencé bien plus tard quand j'avais des heures de bus à faire entre la Métard et la Bellevue. Je me faisais les albums, les retours en train. Je me faisais les albums un par un, du début à la fin, pour essayer de comprendre la personne. Et Goldman, on comprend pourquoi il est personnalité des préférés des Français pendant 11 ans, alors qu'on ne l'a jamais vu depuis 11 ans. Puis le dernier album, c'est 2001. Harry Potter. Alors d'abord, dans un premier temps, les bienfaits du livre. Juste du livre. Moi, je trouve. Le livre, petit 1, c'est à vous de tourner la page. C'est donc à vous de lire la page que vous tournez. À vous de comprendre, sinon ça sert à rien. Vous êtes obligé, c'est à vous de faire cet effort-là. Vous pouvez regarder le mot, vous pouvez regarder un film, vous pouvez entendre une musique. Mais c'est à vous de l'écouter, la musique. Pas l'entendre, de l'écouter. C'est à vous de... D'ailleurs, on écoute la chanson peut-être, quoique. Non, on écoute la musique, il ne serait pas d'accord. C'est à vous de lire, pas de regarder. C'est à vous de lire, pas de regarder. 2 points, vous ancrez vous-même dedans. Donc ça, c'est le petit 1. Petit 2. Le livre est suffisamment infini pour être précis. Suffisamment infini pour être précis. Voilà, tu peux en écrire des bouquins, c'est pas le problème, hein, des lignes. Et inscrire une philosophie. Plus plonger le lecteur dans une vie entière. On peut écrire une vie entière, c'est pas le problème. Hein. C'est assez précis, suffisamment infini et précis. Suffisamment, c'est suffisamment crédible pour être comparé à sa vie à soi. Dans ce cas-là, encore plus. Suffisamment crédible. C'est pour ça que les jeunes s'y retrouvent là-dedans, en fait. Et je dis les jeunes parce que, malheureusement, c'est surtout dans les mains des jeunes. Petit 2, petit 3, le livre est fantastique, quand on lit sur un thème fantastique encore plus, fait fonctionner l'imagination et la pensée, puisque ce sont des mots. 2 points, ça permet de faciliter l'utilisation de la philosophie, qui elle aussi se trouve dans la tête, il me semble. D'autant plus quand c'est fantastique, parce que fantastique, imagination, vous laissez encore plus le droit de vous évader, et de changer vos idées, de vous remettre en question. Sans que ça pose de problème. La remise en question, c'est vraiment pas un problème, quoi. C'est extraordinaire, en fait. Petit 3, petit 4, pour ce qui est d'HP, d'Harry Potter. Le deuxième livre le plus vendu de tous les temps, enfin, c'est la saga, on va dire. C'est la saga. Suscite. Il me semble que le deuxième livre le plus vendu de tous les temps doit susciter de la curiosité. En tout cas, chez moi, on en a suscité, quoi. Ne suis-je pas en train de louper quelque chose ? Je parle pas des effets spéciaux ou d'un joli paysage, mais d'un sens de la vie, on est d'accord. Espèce de truc monstrueux, c'est pas un joli paysage. Qui a touché profondément des millions de lecteurs. On est à 500 000 millions de livres en tout. Entre parenthèses, si un jour une révolution profondément bonne arrive, elle sera partagée par beaucoup de personnes forcément, car profondément bonne. Donc moi j'aurais... Peut-être il faudra que j'en fasse partie, quoi. Il faudra que j'y aille. Et petit 5, un bon livre qui vous permet d'apprendre et de répondre à vos besoins de réponse de la meilleure des façons possibles. C'est un livre que vous pourrez relire, où vous trouverez de nouvelles idées en même temps que vous vieillissez. Un bon livre qui vous permet d'apprendre et de répondre à vos besoins de réponse de la meilleure des façons possibles. Je vous permets d'apprendre. Moi j'ai lu ça, j'ai lu que 3 ou 4 fois, hein, l'entièreté du truc. En 3e, en terme, et puis en licence. Putain, à chaque fois, non pas que ce que j'avais appris avant, j'étais passé à un niveau supérieur, et que, pas du tout, j'avais appris des trucs avant, j'ai revu le truc, j'ai appris des nouveaux trucs, encore, et ça m'a fait un panel de choses assez dingue, quoi. Différent avec un bouquin d'aventure simple, on va prendre Game of Thrones, où il y a un monde inimaginable, ou Tolkien, mais Tolkien j'ai pas lu, et je veux pas trop non plus, Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Donc c'est la différence avec ces bouquins-là, avec un bouquin d'aventure simple, par exemple Game of Thrones, où il y a un monde inimaginable, mais une fois que vous le connaissez bien, il n'y a rien derrière en fait. Vous décrit juste un monde, évidemment c'est une imagination énorme, mais c'est du rien, c'est pas de personnages, pas de gens qui apprennent, pas de... Si c'est juste Game of Thrones, moi j'ai vu la série,
Voilà. Bon, bah, vous apprenez, pour moi, il y a deux personnages qui sont un peu inspirants, en fait. Inspirants dans leur façon d'être. Non pas qu'ils soient inspirants, que je veux être comme eux, mais leur façon, leur bon, leur mauvais choix sont inspirants pour ma vie, quoi. De là, je regarde et je dis, tiens, lui, il réagit comme ça. Et la plupart du temps, c'est juste un mec qui en a baisé un autre, qui a niqué l'autre, et qui lui a coupé la tête. Et ok, c'est une histoire énorme. C'est juste une histoire énorme. C'est juste un monde inimaginable. Comme si vous viviez votre vie sans esprit. Ah, l'exemple des trackers. Voilà pour les 5 trucs du livre. Après, sur HP en précis, on définit. Les fils conducteurs sont sans doute le quoi, c'est le contexte traité, la vie et la mort en l'occurrence. Plutôt bon signe pour une œuvre, car elle parle de tout, ne s'affranchit de rien. C'est de bon signe quand ça parle de tout ça. Donc le quoi, le pourquoi, la relation, donc là le quoi c'était le contexte, le pourquoi c'est la relation qu'implique le contexte, relation à la vie, à la mort, et puis on va leur donner, comme Harry et Voldemort, une signification à l'une et l'autre, plus ou moins différente, et puis le comment, c'est-à-dire la philosophie souhaitée, avec la relation impliquée par le contexte. J'agis, avec ou sans amour, face à ces deux choses. J'ai le choix. Harry et Voldemort ont le même contexte de départ, une expérience précoce de la mort, ils vivent dans le même contexte, et on va faire l'expérience des deux. Mais deux choix complètement différents, le bien et la facilité. La facilité, c'est laisser son assentiment aux premiers sentiments qui viennent, quelque chose d'hyper subjectif. Excusez-moi. Les désirs, les pulsions, les préjugés, la peur, le plaisir, les passions, en nous donnant le sentiment d'agir avec raison, plutôt par raison, et en l'occurrence par mauvaise raison. Ce qui nous donne une légitimité à nous-mêmes. On semble agir avec légitimité. Oh, j'agis par peur, donc j'agis par légitimité. Oui et non, si tu veux. Tu comprends ? Logique de l'avoir, voilà, c'est ça. La facilité, c'est souvent la logique de l'avoir. Ça se ressent avec Voldemort. Et puis le bien, choisir entre bien et la facilité, choisir de donner son assentiment aux informations du dehors, en fonction de leur impact au dedans, et au dedans des autres. Choisir de donner du sens à ça, en fonction de leur impact sur moi, c'est l'observation objective qu'on fait de la finitude, hein, et de leur impact sur les autres, donc moi, comment je vais agir. C'est pas seulement la morale, mais c'est une éthique. La morale, c'est une règle, l'éthique, c'est le pourquoi de la règle. C'est-à-dire l'objectivité, de point qui recherche du meilleur sens de la vie avant tout. C'est la logique de l'être. Et finalement, c'est la différence entre Voldemort avec ses Horcruxes, Flamel avec la pierre philosophale, qui cherche quand même un petit peu à fuir la mort, à agir avec facilité, et puis Harry avec les reliques de la mort. Les trois ont un lien avec la mort. Simplement le premier, il en a une peur monstrueuse, il fait des Horcruxes, c'est-à-dire qu'il tue. Il peut faire des Horcruxes, il fait pas que ça d'ailleurs, c'est assez horrible. Le second, il tue pas, mais bon, il se fait du mal quand même à lui-même, c'est la pierre philosophale. Bon, le mec est prêt à vivre jusqu'à 600 ans pour vivre. Ok, bon. Et puis Harry avec les reliques, ce qui est incroyable avec les reliques, c'est que c'est quand on les veut pas qu'on les a. Quand on les veut pas, les reliques c'est être maître de la mort. Hein. C'est quand on veut pas être maître de la mort qu'on l'est. Quand on donne à la mort son importance, c'est-à-dire aucune. Et puis pour finir, HP, c'est pour moi c'est une écriture des plus incroyables, j'ai envie de dire parfaite. C'est une écriture parfaite, écrite d'une façon formidable. Des personnages complexes donc réalistes. Rogue, Dumbledore, Malfoy, enfin tous en fait, c'est assez impressionnant leur background. Des personnages complexes donc réalistes, donc inspirants. Je vous donne un personnage avec une seule ligne, ce ne sera pas inspirant. Et puis des citations dignes des philosophes, avec un contexte de la citation, et une histoire qui l'explicite de plus en plus le pourquoi du comment. N'aie pas pitié des morts et plutôt pitié des vivants, et par-dessus tout de ceux qui vivent sans amour. Il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. C'est ce qu'on fait ici, en se critiquant les uns les autres. La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Ça, elle m'éclate. L'indifférence, la négligence, font parfois beaucoup plus de dégâts que l'hostilité déclarée. Et dans nos sociétés, on a une indifférence assez monstrueuse des gens les uns vers les autres, parce que chacun dit « c'est moi le pire ». Donc quand on évite de regarder l'autre, on se regarde soi, c'est plus facile. On peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Le problème, c'est que les humains ont un don pour désirer ce qui leur fait le plus de mal.
Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité, et mon préféré. Professeur, est-ce que tout ceci est réel ou est-ce que ça se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? Juste sur Tolkien. Bon, après, Ouais. j'ai pas lu. Ah non, mais j'ai pas lu non plus. Mais c'est. Mais sur l'aspect Game of Thrones, moi j'ai lu Game of Tolkien, Thrones. tu alors. peux pas lui enlever la création hyper aboutie d'un univers au point de créer en effet une langue. Et bon, c'est vrai que Ah oui, ça, pour moi ça sert à rien. C'est moins fun à lire parce que c'est un peu plus encyclopédique. Mais ça, ça apporte des choses et il y a quand même des valeurs des fois aussi cachées, etc. Si, heureusement. C'est l'aspect descriptif. Si je te prends un truc et je te... Évidemment, je pense que à mon avis, t'écris pas des bouquins comme ça sans y mettre un peu de philo. Je pense que c'est difficilement possible. Oui. Mais imaginons, c'est pas son cas, mais imaginons que on prend le double de Tolkien, qui est pas Tolkien, qui nous décrit un monde aussi monstrueux que Tolkien, et c'est tout. Vous allez lire ce monde, vous allez dire, ok, c'est de l'imagination. C'est exactement la même chose que des effets spéciaux dans les films. Waouh, des effets spéciaux, waouh. Ah ouais, mais si ça sert à rien, S'il y a rien. si ça ne sert à rien, c'est Godzilla quoi. Moi, les derniers Godzilla, j'ai trouvé 2-3 trucs quand même. Mais... Et pour moi là-dedans, il y a le monde magique. Ce qui est fou, c'est elle arrive quand même à faire un monde un peu compliqué. Hein. Mais elle prend la magie pour faire ce monde. Elle prend la magie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va pas se faire chier avec des lois physiques de pourquoi 2A plus B, elle fait la magie. Et sa plus grande magie, c'est l'amour. Voilà, bah en fait, l'essentiel, on le comprend direct, quoi. On comprend direct pourquoi l'essentiel est l'essentiel et où elle veut aller, elle. Et que c'est déjà un monde assez compliqué, mais il y a toujours une raison à la complexité. Toujours, c'est assez fou. Hein. Quand vous finirez le dernier, tout s'assemble, il y a une raison à tout. Et les personnages agissent d'une façon complexe, irréaliste. Un succès, moi Game of Thrones ça fait un succès, je me dis putain t'es un con si tu regardes pas. J'ai regardé le premier épisode, j'ai très vite compris où vous voulez en venir. Pourquoi ça fait un succès? Parce que ça répond, soit ça fait un très grand succès parce que ça répond au désir, soit ça fait aux pulsions des gens. Et puis vous avez des choses qui réussissent auprès de millions de personnes, parce que ça répond à ce besoin de se connaître, de se comprendre, ce besoin quoi. Ça répond à un besoin, pas un plaisir, un besoin de se connaître. Moi c'est de la philo quoi, moi c'est de la philo. Tu nous as parlé du livre, mais pourquoi toi tu retires ça du feu? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi ça? C'est ce qui m'a fait, il me semble, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est lui qui m'a appris tout. Après, c'est le cas pour beaucoup de lecteurs d'Harry Potter, hein, mais quand vous... Moi quand j'ai eu ça, le contexte dans lequel j'étais, c'est pas un contexte de bien-être. Et ça répond à des questions essentielles, sinon plus en fait. Ah, je me grattais. Et ça y répond pas à votre place, ça vous dit pas comment penser. Ça vous met dans un contexte avec Harry, comme Harry. C'est très objectif. Et ça vous met un contexte également avec Voldemort. Et ça vous met, voilà. De toute façon c'est simple. Lui il agit pas sans amour, lui il agit par amour. Bon ben voilà. Oui, il y a une différence. Amour, c'est vraiment un grand amour, moi quand je le définis, c'est très très grand. Moi je doute donc je pense donc je suis, c'est le plus grand amour qu'on puisse avoir pour soi-même. Me faire encore maintenant et plus tard sûrement, c'est ce que je pense de moi, je pense. Ouais, ce que je pense de moi, c'est que le soir je rentre chez moi et je me dis bah qu'est-ce qui s'est passé, ouais du coup comme tu disais là mince, dit pas remise en question. Oui si voilà la remise en question de ça. Je pense franchement c'est ça qui m'a fait depuis je dirais. Tu veux un objet. Ouais exactement. Un miroir. Ouais. Un miroir, exactement. Bah, c'est exactement. Mais un miroir pas non, physique, un miroir. Non, franchement, ouais, voilà, c'était juste pour symboliser l'idée, mais du coup, un miroir, ouais. Et parce que la remise en question, c'est vraiment ce qui a fait que depuis, je dirais. Depuis la primaire, du coup. Je sais pas si j'ai eu tout le temps plein d'amis ou plein de choses comme ça. Je pense pas vraiment. Et du coup, le problème principal, peut-être le manque de confiance en soi ou les remarques, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et je pense que du coup, la remise en question fait que, à force de réfléchir, je
tu finis par trouver une solution ou quoi au problème et petit à petit tu te dis et ben voilà là c'est bon, là je me sens mieux, une meilleure personne et tout. Il faut que je revienne sur un truc parce que tu as dit toutes les remarques des autres et tout qui t'atteignaient et que tu te remettais en question, etc. Mais après, et qu'après, justement, tu dis, ah ouais, je me sens comme une meilleure personne, etc. Mais est-ce que tu ne t'améliores pas par rapport à ce que les autres attendent de toi et pas que toi, tu es réellement, pas parce que... Moi je dirais presque que tu penses aux autres avant de penser à toi. Il faut pas être égoïste, mais il faut pas s'oublier en chemin. Soit les gens, ils y ont pas vu, soit au bout d'un moment, tu perds de l'énergie et puis c'est pas qu'on te le rend pas, mais pas loin quoi. Ouais. Et faudrait pas que ça monopolise constamment tes pensées, après, tu vois. C'est pour ça que le regard des autres, en fait, il le prend super bien, parce qu'il n'est pas dans l'adaptation au regard de l'autre. Il est dans la compréhension du regard de l'autre, le pourquoi. En fait, c'est hyper objectif comme observation. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là, quoi. C'est presque ça, quoi. C'est-à-dire, on a des remarques des autres, quoi. C'est presque ça qui fait. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, d'accord, ok. Tu vois, c'est contrairement à ce que tu disais, c'est la remise en question positive. C'est pour ça que la remise en question, elle n'est pas négative. Il faut être capable de le faire. Parce qu'il est en recherche de bien-être, de son meilleur bien-être possible, parce qu'il est amoureux de lui, amoureux de sa vie, il est amoureux, quoi. Parce qu'il est en recherche du meilleur bien-être possible, il crie pas sur les toits qu'il a raison, il crie pas sur les toits que les autres ont raison, il entend la parole de l'autre. C'est à ça que sert autrui, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Autrui, il est là pour nous faire douter. Et surtout, et c'est notre grande aide, c'est que il est là pour éviter qu'on soit absolument certain de nous. Si vous voulez être bien avec vous-même, absolument certain de ce que vous pensez, réfugiez-vous dans une chambre, répétez-vous en boucle que ce que vous pensez c'est vrai, ne sortez jamais parce que quand vous allez sortir, il y a des gens qui vont vous dire mais ça mon petit c'est pas vrai. Regarde pourquoi c'est pas vrai. Ah non, surtout pas. Ne me montre pas ça, il faut pas que j'ai pas vrai. Ça fait 20 ans que je suis persuadé, hein, je dis pas convaincu, hein, je dis persuadé. Par le sentiment, pas par les arguments. D'ailleurs, ils cherchent les arguments, pas les sentiments. En fin d'année, je laisse aux élèves ils ont le pouvoir de m'évaluer moi. Parce que déjà ils aiment bien, et parce qu'en plus moi je leur dis ce que vous aimez bien concrètement on peut le garder, et puis ce qui va pas, je peux me remettre en question aussi. Et là il y a une gamine qui prend la parole et qui dit ouais mais il y a des moments vous êtes gênant. Je dis parfait, développe le sujet. Alors tu sais les autres ils ont commencé à rigoler, à faire comme toi. Comme ça, et elle dit ouais parce que des fois vous faites des blagues c'est rigolo, puis des fois vous faites des blagues c'est gênant. Alors tu vois, conscience inverse, moi j'avais pas conscience de ça, mais c'est ce que je lui ai dit, mais en fait si ça en vient là, c'est parce que j'en ai juste rien à foutre de ce que vous pensez. Tu vois, ça c'est un truc, souvent... je sais pas si c'est en vieillissant ou pas, mais avant j'y allais pas. Et maintenant, mais très modérément, pas agacé, pas énervé. Si au bout d'un moment je l'ai au fond de moi, je vais en parler. Un peu comme ça En voulant faire le gars qui idéalise, si les 7 milliards des personnes qui parlaient se remettaient un peu en question comme ça, on en serait peut-être pas là à certains moments. Il Ça, il ferait pas de mal. Hein. Je suis un peu comme lui, tu vois, dès qu'on me Mais sérieux? Mais t'es sérieux? Est-ce que quelqu'un va retourner dans la piscine? On va faire voir ton cul, toi. Là, les belles idées, et puis les hommes de la vertu. Là-bas, les sombres pensées, le fruit des erreurs défendues. Ici, des espoirs perdus.